Bonjour, je suis Domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Il y a certaines rencontres qui nous font bouger, ne nous laissent pas indifférents, déposent une lumière au fond de nous. Caro, c'est ce genre de fille qui mêle joie et profondeur. Un mystérieux équilibre qui crée un élan, une envie d'approfondir, de se parler et aussi de se marrer. Ça nous a pris du temps de trouver le bon moment et puis avec cette simplicité qui la caractérise, elle a su me dire qu'elle était prête pour parler et pour partager son histoire. Nous aurions pu nous noyer dans les détails médicaux, sans nous parler vraiment, mais il s'est passé tout autre chose. Avec Caro, j'ai fait une expérience extraordinaire. Celle de la rencontre, quand elle est entière et complètement désarmée, pudique même. Accompagner sa fille dans la maladie grave à 1 an et demi, avec pour seul et ultime traitement la greffe, c'est faire l'expérience de longs mois d'hospitalisation en chambre stérile, sans pouvoir en sortir. C'est trembler pour son bébé, c'est rencontrer des soignants extraordinaires qui les ont accompagnés, aimés, portés. C'est éprouver l'entièreté et l'immensité de leur lien d'amitié. C'est se rencontrer en couple dans ses souffrances et dans ses différences les plus profondes, celles qui font qu'on les exprime toujours différemment. C'est faire l'expérience de l'autre, celui qui est là, n'est pas là, absent, hyper présent, compréhensif, empathique, froid, à côté, plein d'amour. Dans sa voix, vous allez découvrir celui qu'elle aime, son coéquipier, celui que nous n'entendons pas mais que nous devinons toujours là, comme une team, pour traverser l'impensable et pour tout gagner. Elle a déposé une bougie dans mon cœur qui restera, je pense, très longtemps allumée. J'espère que vous aussi, vous y trouverez la petite lumière qui redonne de l'espoir et du courage dans nos vies parfois bouleversées. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 42 ans. Je suis directrice marketing, j'habite à Paris, je suis mariée avec Alexandre. On a 2 enfants, Jean, 8 ans, et Pia, 4 ans. J'ai une question pour toi aujourd'hui. J'aimerais te demander en fait ce que ça représente pour toi de prendre la parole sur ce qui nous lie. En fait, j'ai accepté de parler pour témoigner, pour remercier les gens qui nous ont soutenus, accompagnés, porter, aider, aimer en fait. Et j'ai aussi envie de parler, je dirais, pour, je sais pas comment expliquer, la postérité un peu, pour pouvoir partager aussi ce témoignage avec ma fille. Donc en juillet 2020, vous découvrez que Pia, qui à ce moment de sa vie a 1 an et demi, est atteinte d'une forme de leucémie rare. Est-ce que tu peux me raconter comment vous le découvrez ? Alors en fait, la première année de sa vie, elle était quand même assez souvent malade. Mais bon, des petites maladies pas très graves. C'était juste assez récurrent, mais pour un bébé, c'est quand même assez souvent le cas. Donc rien d'alarmant, sauf que lors d'une consultation chez son pédiatre, en gros, le pédiatre a fait un geste assez anodin, c'est-à-dire qu'elle a palpé son abdomen, qui est un geste courant. Et là, elle a découvert et senti une légère atrophie de sa rate, donc qui était un peu grosse au toucher. Et le mois suivant, elle a vérifié et c'était toujours assez proéminent. Et donc, elle a souhaité aller plus loin. Elle nous a fait faire des prises de sang qui ont révélé un taux de globules blancs de Pia assez élevé. Et là, ensuite, elle nous a mis entre les mains d'un hématologue pour aller plus loin parce qu'elle était plus compétente sur le sujet. C'est là qu'on est parti en consultation à Trousseau pour aller donc faire davantage d'analyses.
Donc le hématologue nous a dit qu'il ne pouvait pas donner de diagnostic, il ne savait pas ce qu'elle avait en l'état et on a donc dû faire un prélèvement de moelle osseuse. Et c'est là qu'on se dit, oula, ça sent pas super. Mais à ce moment-là, moi, à aucun moment, j'envisage le pire. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de l'envisager. Enfin, je veux dire, c'est trop dur. Je me dis que forcément, il y a un truc, puisqu'on va chercher ce qu'il y a. Je me dis pas que c'est la leucémie. Je sais que ça existe, évidemment, mais je me dis, on va écarter ça, en fait. Je me dis, on va faire des analyses pour écarter le pire. C'est pas du déni, c'est vraiment de la protection, je pense. Hein. À aucun moment, je me le dis. Je me dis qu'il y a quelque chose, on va découvrir, on va diagnostiquer pour pouvoir le traiter et c'est tout. Et en fait, donc prélèvement de moelle osseuse, on le fait au mois de mai. Ça fait partie des épisodes, je pense, traumatiques de ma vie parce que c'est très violent, hein, c'est douloureux pour tout le monde et puis surtout c'est très impressionnant. C'est l'hôpital, c'est la première fois qu'on va à l'hôpital, donc tout ça est assez violent. On y va ensemble avec Alex, on est assez bouleversés. Et puis après, voilà, il faut attendre 3 mois pour avoir les résultats. Au moment où justement il y a ces premiers examens, on est en quel moment en fait? C'est quel mois? Là, on est au mois de mai 2020. D'accord, mai 2020. Voilà. Et entre le moment où donc il y a ce prélèvement et le diagnostic, combien de temps s'écoule? C'est 3 mois. Parce que, en fait, ce qui est long, parce qu'il y a beaucoup d'examens qui sont faits sur ce prélèvement de moelle osseuse et notamment des examens génétiques. C'est pour cette raison, en fait, que c'est si long. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent gérer ces éléments-là. Je sais qu'il nous avait dit qu'il y avait genre un service en France qui pouvait faire ces analyses-là et qu'en gros, c'était pour ça que c'était très long. Et donc, on fait ça en mai et on a eu les résultats le 29 juillet. Donc, il se passe 3 mois. Là, en fait, à ce moment-là, c'est très bizarre parce que je suis pas trop en stress et plus on avance dans le temps des 3 mois et plus je suis plutôt rassurée parce qu'on me dit que de toute façon, s'il y a quelque chose de grave, on le saura avant et on ne m'appelle pas. Et donc, on arrive, sauf que là, on arrive donc le 29 juillet à Trousseau et puis le rendez-vous se passe assez bizarrement. C'était très silencieux. L'hématologue nous parle quasiment pas, il nous dit à peine bonjour et il est dans ses papiers, il regarde, il cherche, il nous parle pas. C'est assez déstabilisant, un peu stressant parce que là, le silence est lourd à ce moment-là parce qu'on est en attente. Et puis, il lui manque, je pense, un papier pour pouvoir confirmer ce qu'il avait en tête. Donc, il appelle une de ses secrétaires pour connaître en fait le karyotype de Pia et avoir la confirmation. Il l'a au téléphone. Elle lui donne, il dit OK, il raccroche, il nous dit bon bah voilà, on a le diagnostic, votre fille elle a un syndrome myélomonocytaire juvénile, ce que je ne comprends absolument pas parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là il traduit et il dit ou leucémie myélomonocytaire juvénile. Donc là j'entends leucémie, donc là je comprends et je reste glacée, je bouge pas, je réagis pas, je pleure pas, C'est le fameux ciel qui te tombe sur la tête. Hein. Je veux dire, donc là, il nous explique qu'il va pas pouvoir continuer à s'occuper de Pia. Elle va pas être prise en charge à Trousseau. Trousseau est pourtant un gros service d'hématologie pédiatrique, mais pas le meilleur. La maladie de Pia est, comme tu disais, une maladie rare, donc une maladie génétique. En fait, elle concerne un enfant sur 1 million par an. Donc, ça fait à peu près entre 25 et 35 cas par an dans le monde. Et c'est une maladie qui ne se traite pas par chimiothérapie classique. C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas avec une chimiothérapie. Et donc, en fait, le seul moyen de la guérir, cette maladie, c'est de passer directement par le traitement ultime, c'est-à-dire la greffe de moelle osseuse. Et Trousseau ne pratique pas les greffes de moelle osseuse chez les enfants. Et il y a un seul service qui est compétent là-dessus, c'est Robert Debray. Et là, on nous dit qu'on va effectivement être appelé par Robert Debray et qu'on va suivre tout le protocole de traitement et de soins sera fait là-bas, et aussi notamment parce qu'il y a une médecin là-bas qui est spécialisée sur cette maladie rare. C'est l'une des, je pense qu'ils sont 5 dans le monde, et elle fait partie de ces 5-là. Donc c'est le 29 juillet que vous découvrez du coup le diagnostic et le nom de la maladie de Pia, et c'est juste avant votre départ en vacances. Est-ce qu'il est maintenu? Qu'est-ce qu'ils vous disent les médecins à ce moment-là? Qu'est-ce que vous décidez de faire? On pose la question, effectivement. Les médecins nous disent qu'on peut partir parce que, étant donné
différents critères, c'est-à-dire son état clinique, son âge, sa maladie aujourd'hui, à ce moment-là, n'est pas déclarée. C'est-à-dire qu'elle l'a en elle, mais elle n'est pas déclarée. Et par rapport à, j'imagine, différentes choses, ils considèrent qu'elle ne va pas se déclarer dans les mois proches qui viennent. Donc ils nous disent qu'on peut partir en vacances au mois d'août, qu'on commencera l'ensemble du protocole en septembre. Qu'est-ce que vous avez prévu alors cet été-là ? Est-ce que vous maintenez vos projets initiaux ? Est-ce que, au regard de ce que vous venez de découvrir, vous changez vos plans ? On maintient tout, parce que je pense que inconsciemment, et ça se verra après sur la façon dont on vit, la vie continue quand même. C'est un truc qui est très fort, parce que c'est ce qu'on a toujours ensuite fait, mais donc la vie continue, donc on ne va pas changer. Maintenant, on prend en considération les recommandations, évidemment, des médecins. On se tient à disposition et tout ça. Mais en fait, la vie continue. Donc, on maintient. On a prévu des vacances avec des amis qu'on maintient. On a prévu des vacances à 4 qu'on maintient. Et on part, donc, normalement. Et comment ça se passe alors ce mois d'août ? Parce que vous savez ce qui vous attend à partir de septembre. Enfin, vous ne savez pas vraiment encore. Vous n'avez pas encore le détail. Mais dans quel état d'esprit, toi, tu es ? Comment ça se manifeste ? Parce que tu dis que tu pars avec aussi quelques amis. Est-ce que vous parlez ? Est-ce que tu as besoin d'en parler régulièrement ? Est-ce que tu as besoin de couper ? Comment Moi, ça je suis assez expressive. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup à mes amis. Je parle beaucoup à ma famille, à mon frère, à ma belle-sœur, à ma mère. Et aussi à mes amis énormément. Je parle, mais moi je suis pendant 2 mois totalement en sidération. Je pleure beaucoup, je comprends pas. En fait, je me dis pourquoi ? Je me dis pas pourquoi moi, parce que pourquoi pas ? En fait, c'est pas, je vois pas ça comme une injustice de la fatalité, je sais pas quoi. Je me suis jamais dit ça, mais je me dis c'est pas possible. Donc effectivement, je parle beaucoup à mes amis. J'extériorise énormément, mais je parle beaucoup aussi avec Alex, évidemment. On n'a pas, je dirais, eu la même façon de réagir, que ce soit à l'annonce du diagnostic, que je comprends immédiatement, et Alex, peut-être pas de la même manière, ou minimise un petit peu peut-être la chose par défense uniquement. Moi, je comprends immédiatement, et c'est là que je suis un peu dans sidération. Et lui est plus, je sais pas, arrive mieux à gérer cette annonce-là. J'ai envie de dire un truc parce que ça m'a vachement aidé en fait tout le long de la maladie et de ce parcours. Il me dit quelque chose très rapidement en fait. Il me dit, lorsque je suis en boucle sur c'est pas possible, il me dit bah écoute si c'est comme ça en fait. Et voilà, il faut qu'on traverse ça ensemble, on va y arriver. Et en fait, il faut que tu te dises que ce sera ça notre histoire. Et dans cette phrase qui est extrêmement sage pour un début de combat, et il le dit très rapidement, il le dit effectivement quand on est en vacances, je veux dire 1 mois après avoir appris l'horreur, de réussir à dire ce sera ça notre histoire, c'est déjà être hyper avancé selon moi dans l'acceptation un petit peu de la chose, et moi j'en suis pas là, et cette phrase elle résonne en moi de manière extrêmement forte, elle me bouleverse. Quand il te dit cette phrase ce jour-là, tu dis que toi justement t'en es pas là d'une certaine manière, c'est pas quelque chose que tu peux penser de cette manière-là. Comment tu le reçois ? Je le reçois, je te dis, je suis bouleversée par cette phrase. Je me dis comment est-ce qu'il fait pour réussir à dire ça maintenant ? C'est beaucoup trop tôt, quoi. C'est-à-dire que tu le dis quand tu as digéré un peu, quand tu es dans la seconde phase, pas dans cette phase dans laquelle je suis de sidération, mais quand tu es déjà un petit peu dans une autre phase d'acceptation, voire de combat. C'est-à-dire, et lui là, il est déjà dans cette acceptation, et il est du coup en marche, selon moi. C'est-à-dire que déjà de dire ça, c'est déjà être en marche. Donc je suis bouleversée par la sagesse de cette phrase, presque philosophique à mon sens. Et en fait, elle m'aide. Donc vous passez ces vacances là comme ça avec vos amis et, entre vous, et donc pendant qu'on a préparé l'interview, tu m'as raconté que du coup est prévu pendant ces vacances un entretien téléphonique avec un médecin oncologue qui a pour objectif de vous donner plus de détails au sujet de la forme de leucémie de Pia, de vous expliquer aussi les différentes étapes qui vous attendent à partir de septembre. Comment se passe cet entretien ? Qu'est-ce qu'il t'en reste ?
Cet entretien était prévu, donc on a été, comme tu dis, autorisé à partir en vacances. On nous a donc ensuite calé un entretien téléphonique mi-août avec ce médecin donc spécialisé dans la leucémie. Et cet entretien dure 1 heure. Ce que j'en retiens, c'est, déjà, c'est, je dirais, la première explication de ce qu'est la maladie de Piat. Donc, c'était assez descriptif, finalement, au départ. C'est la première rencontre avec cette maladie, parce qu'elle nous explique brièvement de quoi il s'agit. Et après, c'est aussi l'annonce de la suite. C'est l'annonce du protocole à suivre. C'est l'annonce de cette maladie ne se guérit pas par chimiothérapie. Le seul moyen de pouvoir en guérir, c'est de faire une greffe. Donc c'est la première fois qu'on nous parle de greffe. Et là, c'est la deuxième, j'aime pas ce mot douche froide, enfin c'est le deuxième choc. Là, je suis effondrée. C'était très dur parce que c'est la greffe, parce que ça fait peur, parce qu'on sait ce que ça implique, parce que là, le pronostic vital est totalement engagé, parce que c'est des mois d'hospitalisation. Enfin, on comprend ça. On comprend pas ça dans les détails parce qu'elle nous dit qu'effectivement, on va avoir d'autres entretiens où ils vont tout nous expliquer en détail, mais c'est quand même, on sait ce qui va nous attendre là. Ça y est, c'est dit. Là, c'est d'une violence inouïe. Là, j'ai peur, en fait. J'ai peur. Et à ce moment-là, dans quel état d'esprit tu es justement vis-à-vis de ces équipes de soins? Alors là, c'est 7 médecins que tu as au téléphone, mais il y a aussi tout l'imaginaire derrière de, il va y avoir plein d'étapes de soins, potentiellement des hospitalisations. Comment tu te sens par rapport à ce corps soignant? Je le connais pas, c'est nouveau, c'est complètement inconnu pour moi. Mon seul contact avec l'hôpital, c'est mes 2 accouchements, donc autant te dire que... Donc j'ai peur de ça aussi, j'ai peur effectivement de ce qui va se passer pour ma fille, c'est ça qui me pétrifie, mais la violence de l'hôpital, on la connaît, je veux dire, et là ce qui me fait peur, c'est ce qu'on m'annonce, c'est-à-dire que c'est effectivement la greffe, c'est une chambre stérile, on n'en sort pas pendant plusieurs semaines, voire des mois. Je te dis, j'ai pas d'autre mot que la peur là en fait, parce que la peur de l'inconnu, parce que je connais pas encore les stats réellement, mais je les imagine aussi parce que c'est une maladie rare. Après, on me dit quand même que ça se guérit, donc ça c'est ce qui me rassure, mais j'ai peur. Et vis-à-vis de ce médecin et des futurs soignants que tu rencontreras, est-ce que c'est difficile pour toi de faire confiance? Tu as envie de remettre en question, par exemple, les soins qu'ils vont proposer en les challengeant, en les défiant un peu, ou est-ce que finalement tu te laisses un peu envelopper comme ça par eux et tu te dis que tu es entre de bonnes mains? Je me laisse totalement guider. Je dirais pas aveuglément, mais presque. Je n'y connais rien. Et il y a l'autorité médicale un petit peu que, en fait, je rencontre aussi, mais c'est au-delà de l'autorité médicale, c'est vraiment l'ignorance totale qui fait que je ne peux que me remettre à eux et commencer à leur faire confiance. Eux savent ce qu'ils font. Et si je rentre pas d'entrée de jeu dans cet état d'esprit de confiance, je veux dire, non seulement ça ne va pas enlever ma peur, mais ça va la décupler. Et je suis pas du coup dans cet état d'esprit de méfiance. Je sais aussi que je suis entre bonnes mains parce que je sais que la personne qui s'occupe de Pia fait partie des pontes, je dirais, dans le monde sur cette maladie. Donc là-dessus, je suis aussi rassurée. Mais au-delà de ça, je rentre vraiment, dès le départ, je me dis qu'il faut qu'on soit en équipe. Donc j'y vais, je fais confiance et on y va, quoi. Et après aussi, je pense qu'ils me mettent en confiance. C'est très clair. Comment ça se passe justement, ce début de création de liens de confiance? Quand tu dis qu'ils te mettent en confiance, comment ils s'y prennent? Qu'est-ce qui a compté pour toi? En fait, ça a commencé à notre retour de vacances, puisqu'on a commencé vraiment les rendez-vous à l'hôpital au mois de septembre. C'est pas immédiat, évidemment, ça vient progressivement. Plus on se voit et plus on est rassuré, on fait confiance. Mais je vois le sérieux. Je sais que c'est un très bon hôpital. Je sais qu'elle est au meilleur endroit. Et puis après, c'est la parole. Je veux dire, la façon dont on m'explique les choses, avec beaucoup de sérieux, mais de professionnalisme, et beaucoup de douceur, et beaucoup d'empathie, et de temps aussi, en fait, de temps. C'est du temps qui est donné aussi aux accompagnants et donc aux familles pour comprendre, mais aussi pour aider, je pense. Je sais pas. En tout cas, je pense que le fait de prendre le temps de se parler, de répondre aux questions, ça permet de créer ce lien de confiance aussi.
Vous posez beaucoup de questions, Alexandre et toi, pendant ces rendez-vous? Oui et non, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je revenais d'un rendez-vous, je me disais, ah là là, j'ai oublié de poser ça, j'ai oublié de poser ça. Mais bon, de toute façon, on les voyait tellement souvent que je pouvais leur reposer la question quelques semaines plus tard. Mais on pose des questions, oui, normalement, on pose surtout des questions pour comprendre, parce que c'est quand même très très compliqué. Donc en fait, on essaie juste de capter ce qui se passe, de quoi il s'agit, ce qui va se passer, les risques potentiels, etc. Honnêtement, je vais pas au-delà des questions, parce que c'est déjà tellement lourd qu'en fait, même les questions très très lourdes, je crois que je les ai jamais posées. Je crois que je n'ai jamais posé la question qui fait peur, quoi. La statistique sur les chances de réussite. Je ne suis jamais allée sur Internet pour aller trouver la réponse. J'ai bien fait d'ailleurs. C'est un cas sur deux. C'est pas du déni, c'est juste de la protection. C'est déjà tellement lourd, honnêtement, que si je sais tout, peut-être que j'arriverai pas à me battre comme il faut, et j'ai besoin de me battre, j'ai besoin d'être forte, donc j'en garde un peu. Et les traitements donc annoncés se feront donc en 2 temps, si j'ai bien compris. Il y aura des séances de chimiothérapie et puis le temps de la greffe. Toi, à ce moment-là, tu travailles. Comment vous vous organisez familialement pour tous ces mois en fait de traitement qui s'annoncent? Qu'est-ce que vous décidez en famille? Alors moi, je ne travaille pas pendant 1 an. C'est assez bien tombé puisque j'ai été licenciée économique en juillet. Et donc, je ne cherche pas de travail. Pendant 1 an, je me dis effectivement, ce n'est pas possible de toute façon. Enfin, que ce soit nous ou les autres familles qu'on a pu rencontrer, il y a toujours un des deux qui s'arrête de travailler parce que c'est quotidien. Enfin, même avant, je dirais, les hospitalisations, les traitements, c'est lourd. Les rendez-vous à l'hôpital sont nombreux. Donc, ça peut pas marcher. Donc, moi, je ne travaille pas. Alex continue à travailler, ce qui est très bien. Salvateur aussi, pour lui, c'est important. Et puis, bon, il faut manger aussi. Donc, voilà comment on s'organise. Mais Alex fait aussi beaucoup de rendez-vous. Il n'y a pas que moi qui fais ça. Et moi, je m'organise personnellement une petite routine, je dirais, de mise en marche pour pouvoir tenir. En fait, je sais que je vais avoir besoin de m'organiser ma vie, à la fois d'un point de vue psychologique et physique, pour pouvoir tenir dans la durée et rentrer dans cette phase honnêtement, de combat. J'ai pas d'autres mots. C'est un peu violent le combat, mais en même temps, la maladie c'est violent, donc c'est vraiment un combat de tous les jours. Et donc, je fais beaucoup de sport. Je vois un psy. J'ai un coach. Voilà, et je vois beaucoup mes amis aussi, qui sont vitaux dans tout ce processus. La vie continue quand même, et puis donc on a besoin de nos amis et de notre famille. Donc voilà, comment est ma vie en fait. À quel moment vous décidez vous parlez aux enfants en fait de ce qui se passe, de quelles vont être les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a un moment où vous réunissez en famille et vous parlez peut-être avec Jean? Avec Jean, c'était en septembre, donc au tout début du protocole. On lui explique que Pia est malade. Je me souviens de réactions de lui très mignonnes et naïves et normales. Qui était de l'ordre de on va aller chez le pédiatre ou bien on va lui mettre un pansement. C'était très, enfin voilà, c'était. Et puis on lui a dit non, c'est plus important, c'est plus grave, mais ça va aller. Donc c'est la difficulté, c'est de lui expliquer ce qu'elle a parce que c'est compliqué. Donc les médecins nous avaient aidés pour ça, pour nous orienter sur comment expliquer ce que c'est qu'une leucémie déjà. On essaie de lui expliquer avec des dessins, les globules blancs, les machins, etc. Et on lui explique, il comprend la gravité, là, ça y est, il comprend. Et puis il s'effondre. Quand on lui parle d'hôpital, notamment. Après, on n'a pas tout expliqué, on y va par étapes, parce qu'on peut pas tout dévoiler, parce que nous-mêmes, en fait, on sait pas tout non plus. Mais bon, il comprend la gravité, il comprend ce qui va se passer. Et puis Pia aussi, on lui explique, mais Pia, elle est déjà dedans, j'ai envie de dire, l'hôpital, les rendez-vous. Et Pia, elle parle pas. Donc en fait, c'est compliqué aussi d'avoir Elle comprend, on le sait qu'elle comprend, mais qu'est-ce qu'elle comprend pas? Comme elle parle pas, c'est très compliqué. Et comment elle réagit, Pia, à ses premiers rendez-vous, ses premiers contacts avec le corps soignant? Justement, quand tu dis qu'il n'y a pas la parole, comment le lien se tisse? Est-ce qu'au début, c'est très dur. C'est très... Ouais. Ouais, comment ça se passe elle a peur, donc ouais. Elle est en rejet total. Elle se débat, elle hurle, même pour prendre une tension. Et ça va durer très longtemps. C'est-à-dire que même pendant son hospitalisation longue, ça a été très long avant qu'elle accepte de tendre le bras pour prendre une tension, alors qu'on lui prend la tension à peu près
7 fois par jour. Tout est un peu compliqué parce qu'elle a peur, parce qu'elle voit qu'il y a un truc qui va pas et parce qu'en fait, elle est pas d'accord. Elle refuse, elle résiste. En fait, dès le départ, elle aussi, en fait, elle combat. C'est sa manière, à mon avis, de dire non à la maladie, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, d'affirmer sa force ou son mécontentement. Mais enfin, c'est une forme de rejet total. Donc, c'est pas facile pour nous à vivre parce que déjà, nous, on est quand même... Enfin, c'est dur, quoi. L'hôpital, c'est dur. Hein. Donc, l'hôpital, au début, ça matérialise, en fait, la maladie. Comme la maladie n'est pas déclarée, on ne la voit pas. Elle n'est pas malade. Cliniquement, elle va bien. Je veux dire, elle n'a pas de fièvre. Enfin, tout va bien. Il y a rien, si tu veux, qui nous fait dire qu'elle est malade. Donc, en fait, c'est l'hôpital, finalement, et cette rencontre avec les soignants et aussi avec les traitements qui commencent, qui nous mettent face à cette maladie et à la violence du truc. C'est violent pour elle et c'est violent pour nous. Pour sa première chimiothérapie, elle en aura 3, il me semble, c'est ça ? 3 séances avant la greffe. Elle a 2 séances, en fait, qui sont des séances de chimio qui ont pour objectif de faire baisser, je dirais, le niveau de la maladie avant de pouvoir rentrer en hospitalisation longue pour la greffe. D'accord. Donc ça a lieu en janvier et en février. Si je me souviens bien, sa première séance de chimiothérapie a lieu en hospitalisation, oui. Avec pour objectif aussi qu'elle puisse s'habituer et s'adapter aussi à ce milieu qui sera le sien pendant plusieurs longs mois. C'est aussi en fait la première fois que votre dynamique familiale se voit bouleversée, que vous êtes séparés, parce que c'est toi qui restes le plus possible auprès de Pia. Donc Jean est à la maison avec Alexandre, et puis j'imagine qu'après vous roulez de temps en temps aussi. Comment tu le vis, toi, cette première hospitalisation ? Que dire ? C'est dur. C'est rester dans une chambre aussi sans en sortir. Là, pour le coup, en plus, c'était vraiment 24 heures sur 24, puisqu'on peut dormir, en fait, sur place. Ce qui ne sera pas le cas après, lors de l'hospitalisation en chambre stérile. Mais donc, c'est le premier contact avec les soins au quotidien, avec les bip-bip dans tous les sens, avec les réveils 2 fois dans la nuit pour prendre les constantes, pour changer les traitements. Enfin, c'est la découverte totale. Moi, je te dis, je ne connais pas, en fait, je ne sais pas. Et donc, c'est assez dur, assez violent. À côté de ça, on essaie quand même on découvre les infirmières, on découvre le lien aussi qui se crée avec des infirmières, notamment une qu'on retrouvera ensuite, qui sera l'infirmière préférée de Pia, de nous aussi. Les liens commencent à ce moment-là à se créer, et moi je vois l'importance, leur importance et le fait que leur métier soit pas uniquement d'administrer des soins, particulièrement en hématologie chez les enfants. Elles ont un rôle d'accompagnement et de soutien psychologique qui est énorme, que ce soit envers les patients, mais aussi envers les familles. On parle beaucoup, on parle énormément. Et donc, je découvre aussi ça, en fait. Je découvre qu'il y a un truc qui se passe incroyable, que aussi c'est dur, mais qu'elles sont là et qu'on est ensemble, qu'il faut être ensemble. En fait, je découvre qu'il faut qu'on soit avec eux. Que la clé du succès, ce sera de former une équipe. Et c'est ce que je me dis. Et je trouve ça fou et je trouve ça beau. Et c'est ça que je découvre. C'est ça qui me vient le plus à l'esprit. Après, oui, je peux te parler des traitements, des soins, de la violence, de la douleur physique, psychologique, de moi qui craque pour n'importe quoi ou pour un truc plus important parce que de la fatigue, enfin bon. Donc ça, oui, tu vois, évidemment, c'est le quotidien, mais je ressors aussi avec cette découverte du milieu hospitalier et des soignants qui est fort. Et à ce moment-là, Pia, elle a un médecin oncologue référent. Oui. D'accord. Donc ce sera toujours le même qui va la suivre tout au long de ses traitements. C'est le même depuis le mois de septembre. C'est elle ouais. qui nous a expliqué tout ce qui allait se passer. C'est elle qui va la suivre tout au long des hospitalisations. C'est elle qui prend les décisions. Alors, c'est pas des décisions qu'elle prend seule. Il y a beaucoup de décisions qui seront prises de manière collégiale au sein de l'hôpital, mais aussi de manière nationale. Donc voilà, mais c'est elle le référent. Donc c'est elle qui nous parle, c'est elle qui suit le dossier, c'est elle qu'on voit encore tous les 3 mois maintenant. Aujourd'hui, quand tu te souviens de ces premiers moments hospitaliers, quel regard tu poses sur ce début de relation avec le médecin référent ? Qu'est-ce qui était important pour toi ?
Je vais revenir sur le temps. Je vois qu'elle prend le temps et elle fait l'effort de bien nous expliquer les choses de manière posée. Elle est très douce, elle est très délicate, elle parle pas fort. Et je vois qu'elle prend le temps et c'est ça que je retiens, c'est-à-dire c'est leur métier et le sien, c'est technique, mais ça l'est pas que, c'est aussi quelque chose de très accompagner des gens dans la maladie, c'est de la psychologie, c'est et voilà, c'est ça que je retiens et ce sera ensuite ça continue tout au long du suivi et des traitements. Elle est là quoi, en fait, elle est là tout le temps. Dans le service dans lequel est hospitalisée donc Pia pour cette première séance de chimiothérapie, il y a aussi d'autres enfants, d'autres familles. Est-ce que tu es amenée à rencontrer d'autres parents? Dans quel état d'esprit tu es vis-à-vis de ces autres familles qui souffrent à côté de toi? Est-ce que voilà, tu ressens le besoin d'aller vers eux? Est-ce qu'il y a au contraire justement une distance naturelle qui se crée justement parce que ça peut être difficile d'être en miroir les uns des autres, parfois? Je n'arrive pas à leur parler, très clairement. C'est pas du tout hostile, hein. C'est juste qu'il y a une salle qui s'appelle la salle des parents, qui est l'endroit que j'ai le plus évité pendant ces hospitalisations, puisque je l'ai testé. C'est là où en fait on peut aller déjeuner, faire une pause, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait on ne peut pas manger dans les chambres d'hôpital pour des raisons d'hygiène. Il y a cet endroit qui est prévu pour les parents, il y a des frigos, il y a des canapés... honnêtement, c'est pas très chaleureux. Mais bon, c'est un endroit qui existe et qui est nécessaire parce qu'il faut bien qu'on ait un endroit pour se retrouver. Mais bon, il y a beaucoup de monde. Et là, on croise les gens. Et là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, effectivement, ne veulent pas parler, sont dans d'ailleurs, mettent des écouteurs et écoutent de la musique et mangent à ce moment-là. Parce que c'est pas tant parler, c'est entendre. On peut ne pas vouloir parler et tout le monde le respecte. En revanche, il y a des gens qui autour se parlent et racontent et disent « Ah bah moi ce matin ma fille elle a fait ça, il y a eu ça, et c'était là » et pleurent, etc. Donc en fait, même si on ne veut pas parler, on est assujetti à tous ces témoignages et en fait personne n'en veut à personne. C'est juste que on n'a pas forcément envie de s'en rajouter alors que soi-même c'est difficile. Donc il y a deux catégories, il y a ceux qui restent dans leur bulle et d'autres qui ont besoin au contraire de parler, d'échanger, d'exprimer parce que c'est dur et parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ont peur quoi. Et voilà, moi je suis plutôt entre les deux, c'est-à-dire que j'ai pas envie de paraître pas sympa. Mais je veux pas rentrer dans ces discussions-là parce qu'en fait c'est insupportable et qu'en plus il y a un problème, c'est que les gens se comparent. Alors que, et c'est le conseil des médecins, surtout ne vous comparez pas. Chaque cas est différent, chaque maladie est différente, chaque état d'avancée de maladie de chaque enfant est différent. Donc en fait, tout est différent, donc on ne peut pas comparer quoi que ce soit. Et donc j'essaie d'éviter ça, donc je ne parle pas aux autres parents, je suis pas capable. Alex, c'est encore pire, il est d'une violence inouïe vis-à-vis des parents, donc on évite. Quand tu dis une violence inouïe, c'est-à-dire qu'il se met vraiment dans sa bulle Ah bah oui, et puis il est même excédé de ce lieu, de ces gens qui parlent. Et donc en fait, on n'y est jamais en fait. Mais ouais. on parle pas parce que ça en rajoute en fait. C'est tellement dur. Bien sûr. Donc pendant cette première semaine d'hospitalisation, c'est toi qui es auprès de Pia la journée. Comment ça se passe avec Alexandre et avec Jean ? C'est pas très précis. Je sais plus si c'est moi qui suis restée toute la semaine ou si avec Alex on a fait la moitié de la semaine chacun. Je ne sais plus. Tu vois, le cerveau oublie parfois les choses comme ça. Mais donc on se relaye effectivement si c'est le cas. Quand je suis à l'hôpital, Alex il est avec Jean et inversement. Et donc là, c'est une organisation qui se crée. Et effectivement, cette semaine d'hospitalisation, en fait, ce que nous disent les médecins n'est pas en soi nécessaire. On pourrait très bien faire des hospitalisations de jour où on vient, elle prend son traitement et on rentre à la maison. Mais comme tu disais, c'est aussi un première expérience pour à la fois les parents et le patient de rester toute la semaine. Et la deuxième, si tu veux, chimiothérapie, 1 mois après, en revanche, se fait en ambulatoire et ne se fait pas en hospitalisation. Parce que, bien sûr. Voilà. D'accord. Mais c'était plus pour se préparer et ça
coutumé, je dirais, à l'hôpital. Ouais. Ouais, bien sûr. Quand l'un de vous est auprès de Pia et l'autre à la maison avec Jean, dans votre lien entre vous, de couple, comment vous le matérialisez ? Est-ce que vous vous appelez beaucoup ? Est-ce que vous vous écrivez ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? On s'écrit. Je crois qu'on est des champions de WhatsApp, donc on s'écrit beaucoup. Chacun, l'un et l'autre, suit ce qui se passe. Enfin, je veux dire, c'est à l'heure près, quoi. On explique exactement tout ce qui se passe au moment près, les effets, les réactions. Ouais, on dit tout. On explique vous êtes tout. en lien continuellement. Permanent. Les chimiothérapies du coup suivantes se feront, donc, comme tu viens de me le dire, en hôpital de jour. Oui. C'est-à-dire que Pia ne sera pas hospitalisée. Et entre la fin de la dernière séance de chimiothérapie et la greffe, combien de temps en fait il s'écoule ? Assez peu de temps. Je dirais même pas, peut-être 1 mois. Donc assez peu de temps. Initialement, la greffe devait avoir lieu au mois de décembre. Et pour diverses raisons de choix de médecins, ils ont décidé finalement de la décaler au mois d'avril. Mais on n'a jamais eu une date précise. Un jour, on nous appelle, on nous a dit, bon bah voilà, en fait, elle va se faire greffer telle date, elle va rentrer à l'hôpital à telle date. Et on l'a appris 1 mois avant à peu près. D'accord. Donc on est rentré à l'hôpital début avril. D'accord. Le mois qui précède son hospitalisation pour la greffe, comment vous vous préparez en famille à tout ça ? Déjà, on explique à Jean, parce que ça y est, c'est concret en fait. On peut pas tout lui expliquer à l'avance, parce que il y a des notions de temps aussi qui sont pas forcément toujours très maîtrisées. Donc en fait, il faut y aller, comme je te disais, par étapes. Il faut que ce soit sûr. Donc on lui dit les choses dès qu'on les sait sûres. Donc dès qu'on a vraiment des échéances, des dates, etc. Donc là, on lui annonce effectivement qu'elle va être hospitalisée. Il nous demande combien de temps. On lui dit qu'on ne sait pas, mais qu'en moyenne, c'est entre 1 mois et demi et 2 mois. Ça durera 4 mois. Et là, oui, là, c'est dur aussi, parce que il me dit, je viendrai la voir, et on lui dit qu'il ne pourra pas. Et là, nous aussi, on réalise que ça va être des mois de séparation entre lui et elle, et que ça va aussi être une séparation de famille, qu'on va devoir s'habituer et apprendre à vivre en décalé et séparément et plus à 4. Donc là aussi, on se prépare comme on peut. Hein. Je te dis, j'ai dû redoubler de sport et des séances de psy, je sais plus. Je te dis, on est aussi content d'y être. Je sais pas comment te dire, content, c'est pas le mot, mais on a envie d'y être, quoi, parce que il faut y aller, en fait. Il va falloir à un moment donné là y arriver et rentrer véritablement dans le cœur du combat, quoi, et dans ce qui doit la guérir, et donc la greffe. Donc il y a une forme énormément, je dirais, de stress, de peur, évidemment, de tristesse, mais il y a aussi une envie, en fait, une envie d'agir, quoi, concrètement, tu vois. On a besoin je pense, d'y être. À ce moment-là, du coup, de votre parcours du combattant, quelle place ont vos amis dans votre vie à ce moment-là ? Une place qui est essentielle, indispensable, ils sont là, ils sont partout, ils sont omniprésents. Alors on est en plus dans une période de Covid, donc il faut quand même se rappeler que c'est pas forcément si évident de se voir tout le temps. Mais on se voit quand même, on se voit beaucoup, on a des témoignages, des messages de tout le temps. Il y a des groupes de WhatsApp qui se créent avec des référents qui donc donnent des nouvelles de Pia régulièrement. Je pense qu'il y a une chaîne de prières qui se crée aussi. Je suis pas bien au courant de ça, mais j'ai cru comprendre. Et il y a aussi un projet qui se forme d'un de nos amis qui a mis en contact tous nos groupes d'amis de partout pour réaliser un projet qui durera 4 mois. Ils ont créé un conte musical pour Pia. Ils ont écrit des chansons, ils les ont enregistrées en studio, ils en ont fait un conte avec un livre, avec des dessins de leurs enfants. Petite fille aux boucles d'argent, au firmament de des fantaisies. La lune t'a dérobé pour un long Terrible. Des poussières de diamants s'échappent de tes
ses yeux illumine la route sinueuse vers un nouveau chemin. Enfin, voilà, un truc de fou, quoi. Un truc de dingue. Et ça, c'est une des, je dirais, enfin, c'est la plus grosse manifestation, mais c'est une des manifestations qu'on aura eues tout au long de cette année. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites, et aujourd'hui, je te l'ai dit, mais je témoigne aussi pour ça, je témoigne pour les remercier, parce que sans eux, on n'aurait pas réussi. Je le sais, ça, en fait. Il y a un ensemble de facteurs qui ont fait qu'on a réussi à tenir, et à tenir pour elles. Et aujourd'hui, ils en font partie. Et aujourd'hui, je peux le dire, hein, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et en l'occurrence, on a des amis qui font aujourd'hui partie intégrante de notre famille. Et voilà, c'est super précieux. Donc ce jour où elle rentre en unité stérile, on est quel jour alors ? Tu te souviens de la date ? On est, je crois, le 4 avril. Enfin, on est début avril. D'accord, début avril. À quoi ça ressemble une chambre stérile, concrètement ? C'est petit. Il y a un sas avant de rentrer dans la chambre qui est un sas, en l'occurrence stérile, par lequel provient justement tout le flux qui ensuite est dans la chambre. J'ai un souvenir de cette arrivée en fait à l'hôpital et en chambre stérile qui est particulière parce que il faut préparer en fait Pia à la rentrée dans la chambre stérile. Donc elle doit prendre une douche avant, elle est avec de la bétadine, etc. Donc elle est totalement c'est comme une rentrée avant de rentrer au bloc en fait. Elle est nettoyée, elle est nettoyée, ouais, totalement. Donc il y a cette douche avant qui est faite où là moi je m'effondre littéralement. Je me dis allez ça y est on y va quoi. Parce que on va pas en sortir pendant des semaines et je sais pas combien de temps et je sais pas comment je vais en sortir et je sais pas si elle va en sortir. Donc je me souviens de ce moment de manière très forte et c'était très dur. Et donc on la douche et j'ai pas le droit de la doucher moi. Donc c'est les infirmières qui le font. C'est des infirmières qu'elle connaît pas. Et puis c'est le premier déchirement, c'est-à-dire elle est seule dans toute nue dans cette douche avec des autres personnes qui la douchent et qui la désinfectent qu'elle connaît pas. Et elle est paniquée quoi. Et après on me la redonne. Enfin non, on me la redonne pas. Ils la mettent dans la chambre stérile parce qu'elle ne peut plus poser le pied par terre. Il faut plus qu'elle touche de choses sales en fait après cette douche. Et moi après, je peux rentrer dans la chambre et c'est là qu'on nous explique tout le protocole. Avant de rentrer dans la chambre, c'est se désinfecter les mains, ensuite mettre une blouse stérile, c'est aussi la charlotte sur la tête stérile. Donc ensuite on ouvre la porte de la chambre, on la referme et on se redésinfecte les mains puisqu'on a touché la poignée. D'accord. Et là voilà, on découvre cette chambre avec ce flux au-dessus de son lit, une chambre petite, minus honnêtement, où je me dis putain elle va rester là pendant des semaines sans en sortir. Et nous de surcroît, mais elle particulièrement. Et là, c'est parti, quoi. Est-ce que tu as eu l'impression que, justement, tous ces vêtements qu'on vous demande d'enfiler, justement, au moment où vous pénétrez dans la chambre, ça avait un impact sur la façon d'être en relation, quoi, les uns aux autres ? Ça te met dans un rôle, en fait, de soignant aussi, parce que c'est même au regard de notre fille, elle n'est pas habituée à nous voir comme ça. Et donc, en fait, qui est comme ça ? Mis à part les infirmières, personne. Et nous-mêmes, nous voir de cette manière-là, nous met dans une position et dans un rôle de soignant, ce qu'il ne faut pas. On reste les parents, il faut qu'on reste les parents. Et donc, moi, je me souviens avoir essayé de faire des blagues. C'est-à-dire lui avoir montré que j'étais déguisée, que j'étais un peu regarde, c'est ridicule. Maman, elle a une Charlotte sur la tête. Et donc, en fait, d'avoir joué avec ça et d'avoir pris une Charlotte, d'ailleurs, pour lui avoir mise à elle sur la tête pour qu'elle joue avec moi. Donc, je rentre dans un rôle, pas de soignante, surtout pas, mais de maman qui joue avec elle. Et c'est ce qu'on a fait ensuite pendant 4 mois, c'est-à-dire essayer de la divertir, de pas lui faire penser à la douleur, de pas lui
faire penser à l'hôpital, quoi. Alors concrètement, donc vous rentrez dans cette chambre, Ouais. il ne peut pas y avoir plus d'un parent dans la chambre auprès de Pia. Non. Donc elle y est 24 heures sur 24, Oui. elle y dort, Oui. elle y mange, Oui. elle y joue, enfin voilà, tout se passe dans cette chambre. Oui. Comment vous vous organisez avec Alexandre concrètement ? Nous, on y est dans cette chambre entre 12 et 14 heures par jour et on se partage la journée en deux. Et on a fait ça tous les jours. Donc, on se fait un créneau de genre 8h, 14h et ensuite 14h, 20h. Enfin, et c'est pas précis. Toi, tu fais les matins, toi, l'après-midi, on s'arrange en fonction principalement du boulot d'Alex, évidemment, puisque c'est lui qui... et lui a réussi, donc son boulot est au courant et très flexible. Et donc, lui accorde le fait de pouvoir être présent. Donc, on se partage en fait les journées en deux comme ça. Et l'autre partie de la journée, effectivement, quand on n'est pas à l'hôpital, on est avec Jean. Et donc démarre une organisation de garde partagée, quoi. Et puis nous, on se revoit avec Alex le soir, donc une fois que l'autre est rentré de l'hôpital, puisqu'on ne peut pas y dormir, pour des raisons principalement d'hygiène, mais pas seulement, pour des raisons de... Parce qu'on nous dit qu'il faut tenir, quoi. Et qu'en fait, dormir à l'hôpital, on dort pas. Donc en fait, il faut dormir, il faut se reposer. Et donc dès le premier jour, on rentre chez nous. Et on la laisse dans cette chambre toute seule. Elle a 2 ans, donc c'est dur aussi. Mais on sait qu'il faut le faire et donc on se pose pas de questions. Et les équipes de soins sont là pour prendre le relais quand vous n'êtes pas là ? Elles sont là. Donc elles sont là, évidemment. Les équipes de nuit sont là. Et effectivement, il y a un babyphone qu'on leur donne. Et puis les équipes de nuit, en fait, viennent la voir 3 fois dans la nuit s'il n'y a pas de problème, pour faire les soins, les constantes, lui changer sa couche aussi. Comment elle dort cette première nuit ? Elle dort pas bien, je crois. Hein. Non, je crois que ça se passe pas très bien. Elle pleure, elle nous réclame. Donc non, elle dort pas très bien. Mais après, elle s'habitue. Hein. Tout est une question de temps et d'habitude. Mais ce qu'on a, en tout cas, instauré jusqu'à la fin, c'est qu'on restait dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et en fait, on part une fois qu'elle est endormie. La journée, qu'est-ce que vous faites avec elle alors, concrètement ? On danse. On danse, on met de la musique et on danse énormément. Je crois que j'ai perdu 2 kilos rien que grâce à la danse. Écoute, on joue beaucoup, mais je te le dis encore une fois, on danse énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, elle voulait danser tout le temps et c'était quand même un peu pénible parce que on arrivait le matin, parfois à 8h du matin, nous, explosés, fatigués, et puis bon, c'est le matin, quoi. Et elle disait non, mais là, et donc il fallait qu'on mette la musique, et puis c'était des musiques, si vous voulez, c'était pas les comptines, quoi. Elle voulait genre mettre du rap et de la dance, et puis on la prenait dans nos bras parce qu'elle pouvait plus trop, elle était trop faible pour marcher, donc en fait on la prenait dans nos bras, il fallait se dépatouiller de tous les fils auxquels elle était rattachée parce qu'elle était branchée de tous les sens. Donc on se dépatouille avec les fils, on la prend dans les bras, on met la musique et là, elle met des lunettes de soleil. Elle veut qu'on se mette face au miroir et on danse. Et ça peut durer des heures jusqu'à ce qu'à un moment, enfin pas des heures, mais ça dure honnêtement facile 20 minutes, quoi. Jusqu'à ce qu'elle soit un peu fatiguée. Et donc on la repose dans son lit. Puis en fait ça, on le fait, je sais pas, 4 fois par jour. Et donc c'est devenu quelque chose d'assez récurrent et surtout c'est devenu quelque chose de connu auprès des infirmières, auprès des médecins qui savent que Pia en fait c'est la clubeuse, c'est celle qui veut tout le temps danser. Et voilà, et en fait ça c'est, je parle de ça, mais après on fait pas que ça, on joue évidemment, on lit beaucoup de livres, on danse et on lit. On essaie de l'occuper comme on peut. Hein. Honnêtement, c'est pas après. Elle dort aussi un peu parce qu'elle est quand même fatiguée. Mais pour revenir à la danse, c'est drôle parce que c'est un moyen de mettre de la joie. En fait, c'est comme les clowns qui viennent, les fameux clowns, le rire médecin qui vient pour les faire rire, pour mettre un peu de joie dans cet univers qui est quand même très lourd. Et parce qu'en fait, tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Je pense que c'est ce qui l'a sauvée. C'est qu'on a toujours voulu faire des blagues, rire, danser, parce que c'est ce qui nous met en vie tous. Coupé du monde et en surprotection comme ça du monde extérieur dans cette unité stérile, c'est aussi un lieu où les liens s'amplifient ou peuvent s'amplifier. Toi, c'est quoi ton expérience vis-à-vis de ça ? Tu dirais quoi ?
je dirais ça. Les liens se renforcent, les liens se créent, les liens se délitent avec certains. Tout est décuplé, quoi. Tout est décuplé, ce qu'on vit est hors norme. Donc en fait, ta relation aux autres, elle est amplifiée dans tous les sens du terme. Que ce soit avec nos amis ou même moi, je vois avec mon frère, ma belle-sœur, mais mon frère, je crois que ça aussi m'a vachement rapproché de lui. On a toujours été proches, mais les liens s'amplifient, les liens se renforcent et les liens, comme je te disais, je répète, se créent et les liens se créent, nous, avec, encore une fois, avec le personnel hospitalier, avec les infirmières. C'était très fort. Franchement, c'est exceptionnel. Je crois vraiment aussi que si ce lien n'avait pas été là, si on n'avait pas réussi à créer ce lien avec ces infirmières incroyables qui elles-mêmes dansaient tout le temps avec Pia et ont fait des choses de fou, je sais pas si on y serait arrivé en fait. Comme je te disais, c'est vraiment un truc d'équipe, quoi. On est ensemble, on y va, quoi. Et en réussissant à créer un lien avec elles, ça aide aussi, je pense, à nous faire en sorte de tenir et elle aussi et Pia aussi. Donc je pense que ce lien, il est essentiel dans la guérison et dans le fait de pouvoir aider les malades. C'est ce qui fait que tu tiens aussi en tant que parent. Complètement. Complètement. Et puis qu'est-ce que c'est beau, quoi. J'arrive même pas, moi, à comprendre enfin, si je comprends ce qui les motive, mais je sais pas comment elles font, mais je suis en admiration totale et permanente sur elles, sur ce métier et sur... Je reviens à ce que tu disais par rapport aux parents. Le fait de parler avec d'autres parents qui vivent la même chose. Je parlais pas avec eux, mais je parlais beaucoup, donc avec les infirmières. De ce que j'entendais d'autres parents qui, à l'inverse, étaient dans le mal et remettaient en question parfois les décisions des médecins, parfois les actions de l'une ou l'autre infirmière parce qu'elle n'a pas été assez douce, parce qu'en fait elle a répondu comme ça. Enfin, je voyais qu'en fait, en étant dans cette défiance et dans cette remise en question du corps médical, elles n'étaient pas en équipe avec elle. Et je critique pas, hein, au contraire, parce que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. C'est aussi un mécanisme de défense, à mon sens, que de réagir de cette manière-là. Mais moi, c'était pas ma façon de réagir et je savais que c'était pas comme ça qu'on allait y arriver, au contraire. Alors justement, tu disais que Pia, elle mettait ses lunettes de soleil dans la chambre pour danser. Toi, t'as un peu mis c'est des nouvelles lunettes, quoi, tu vois, sur les liens qui nous unissent quand on est dans ce genre de configuration. Qu'est-ce que tu découvres de ta fille pendant ces 4 mois et demi en chambre stérile ? Une force inouïe qui n'est pas, je pense, uniquement liée à elle. Parce qu'on nous dit qu'effectivement, les enfants ont cette force qui nous bluffe et qui nous fait tenir aussi, qui nous porte. C'est elle qui nous porte. C'est très clairement, c'est ça. Je veux dire, c'est sa capacité à vivre avec la situation. C'est cette résilience qui, chez un adulte, ne serait absolument pas au même niveau. On est sur une force à la fois mentale, physique, parce qu'elle souffre aussi physiquement énormément sur certains traitements. Donc il y a la résilience, il y a la force. Et aujourd'hui, je dirais que elle garde des choses de ça. Alors après, est-ce qu'elle était déjà comme ça ? Est-ce qu'elle a toujours été forte ? Est-ce que l'hospitalisation et cette épreuve ont renforcé encore, je veux dire, ce caractère ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre. Mais il est clair elle sait exactement ce qu'elle veut pas. Et déjà à l'hôpital aussi, elle était dure, elle était dure. Elle était dure, mais bon, ça la tient, quoi. Oui, et je pense que ça a aidé. Parfois, dans des moments un peu compliqués, c'est cette force aussi et cette dureté, je sais pas comment on dit, mais qui ont fait en sorte qu'elle reparte et qu'elle résiste et qu'elle avance, quoi. Pendant ce marathon, donc vous relayez continuellement, Alexandre et toi, auprès de Pia. Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour sortir à deux, souffler, voir vos amis, faire la fête ? Est-ce que c'est à propos ? Est-ce que c'est complètement rayé de votre vie ? Comment vous le vivez, ça ? C'est complètement à propos, c'est même essentiel. Comme je te disais tout à l'heure, la vie, elle continue et il faut aussi que pour nous, elle continue. C'est-à-dire qu'on a une vie qui est effectivement assez compliquée et un peu bizarre, mais aujourd'hui, on a aussi besoin
de retrouver une forme de normalité pendant cet épisode et cette parenthèse douloureuse. Donc en fait, on voit nos amis. Alors après, je te dis, c'était encore un peu les trucs du Covid, donc chacun fait aussi toujours un peu attention. Et nos amis et les gens autour de nous savent qu'il faut, si leurs enfants sont malades, nous prévenir parce qu'on ne peut pas forcément les voir pour éviter de nous-mêmes attraper des maladies. Donc tout ça se fait assez naturellement. Et oui, on continue à sortir, on fait des trucs à deux, enfin pas trop à deux. Souvent, c'est plutôt pour voir des gens, parce qu'on a besoin en fait d'avoir un truc, un lien social, qu'il se passe des choses, qu'on se vide la tête aussi, quoi. On a besoin de se vider la tête, de prendre l'air, parce que quand on est enfermé dans une chambre tous les jours pendant 8 heures sans pouvoir en sortir, t'as besoin d'air, quoi. Et entre Alex et toi, comment ça se passe ? On est une équipe. On a toujours été une équipe. On s'aime drôlement. C'est l'homme de ma vie. Je l'aime au plus profond de tout ce qu'on peut dire, imaginer. Mais au-delà de cet amour, il y a l'équipe qu'on forme et qu'on a toujours formée sur tous les sujets. Et là, ça se traduit de manière plus forte encore. On est ensemble, quoi. Et on avance ensemble et on forme une équipe, vraiment une team soudée. Et vraiment, honnêtement, je dis ça... Évidemment, on s'engueule, il y a des tensions, on est fatigué, quoi. On est très fatigué, donc en fait, c'est pas toujours parfait et c'est normal. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit plus dur. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'on a vachement théorisé le sujet et ce qui allait se passer avant. C'est-à-dire alors, ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé avant de rentrer dans cette phase de combat et dans cette hospitalisation notamment des dommages collatéraux que tout ça pourrait engendrer sur notre couple, sur notre vie de famille. Et donc, en fait, en parlant, en essayant d'identifier, je dirais, les choses qui pourraient nous énerver et ces fameux dommages collatéraux, en les identifiant. C'était quoi alors ? Qu'est-ce que vous aviez identifié ? C'est la fatigue, l'impatience, c'était, je saurais pas te dire dans les détails, mais c'est le fait de peut-être pas réagir de la même manière au exactement. même moment. Et puis c'est la souffrance aussi, c'est comment gérer la souffrance de chacun. C'est-à-dire que on se parle, on peut évidemment échanger, se soutenir, et on était une équipe donc on se soutenait, mais il faut que ça s'arrête à un moment. C'est-à-dire que je suis pas son psy, il n'est pas le mien. Donc on doit déjà chacun être capable de gérer notre propre souffrance et de vivre avec. Et c'est donc compliqué de supporter l'autre totalement, c'est pas notre rôle. Et ça, on s'en rend bien compte, on se le dit. Et donc on se dit qu'on peut aller jusqu'à un certain point et qu'après il faut qu'on puisse être capable de trouver d'autres solutions ailleurs. On parle de tout ça, on théorise vachement ce qui va se passer et ces éléments-là. Je dis pas que c'est grâce à ça qu'en fait on y arrive, mais je pense qu'en fait déjà en parlant et en identifiant les choses qui peuvent arriver, on peut essayer parfois de les éviter et d'éviter les écueils qui peuvent être assez évidents. Donc ça nous a aidés vachement de pouvoir vraiment appréhender la chose. Et le week-end, alors quand vous êtes avec Jean, quand l'un de vous est à la maison avec Jean, comment ça se passe avec lui alors ? Qu'est-ce que ça change le fait d'être comme ça, tous séparés un peu les uns des autres ? Qu'est-ce que tu as découvert de lui ? Jean, il a été... j'ai absolument rien à dire de négatif, évidemment, sur lui. Parce que Jean, il a pas fait de vagues, quoi. Parce qu'en fait, un enfant, on nous l'a dit d'ailleurs, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Dans les fratries, souvent, quand il y a une épreuve, en fait, chez un autre enfant dans la fratrie, les enfants qui restent ou qui sont à côté, font pas de vagues, quoi. Sont limite trop sages, et parce qu'ils voient bien que c'est déjà assez difficile comme ça, pour ne pas en rajouter justement. Et donc ils se mettent plutôt en retrait, et c'est ce qui s'est passé pour Jean. Après, il était normal, je veux dire, il s'est pas du tout mis en retrait plus que ça, mais il n'a pas créé plus de problèmes. Et oui, il était résilient aussi, très clairement. Il vivait avec cette souffrance quand même de pas voir sa sœur, cette souffrance de ne plus jamais se retrouver en famille, déjà avec ses parents réunis, mais en plus avec sa sœur. Et en fait, je pense qu'il a été extrêmement résilient. Ce qui s'est passé aussi n'était pas forcément facile pour lui le week-end, parce que on devait l'amener à l'hôpital avec nous pour pouvoir ensuite faire le switch entre Alex et moi. Et ça, j'espère que ça va pas le traumatiser, mais
on n'avait pas le choix en fait à ce moment-là. On n'avait pas le laissé seul, on n'avait pas forcément d'aide et donc il fallait l'emmener. Il se retrouvait face à cette énorme porte de couloir d'hôpital à attendre que l'autre vienne, et il attendait et il pouvait pas rentrer. Il savait que sa sœur elle était à quelques mètres mais il pouvait pas venir. Ça, il l'a vécu tous les week-ends. Puis il y a ce jour où il peut quand même venir rendre visite à sa sœur pour la première fois, Ouais. après avoir bataillé auprès des équipes. Ça y est, c'est accepté. Ouais. Vous êtes tous les 4 ce jour-là ? On est tous les 4. C'était le dernier mois, la fin d'hospitalisation de Pia, donc il n'y avait plus de risque, si tu veux, d'attraper trop de virus. Enfin, c'était un peu plus light en termes de protocole. Et étant donné qu'on est resté quand même très longtemps à l'hôpital, hein, comme je te disais, 4 mois, à la fin, effectivement, ils ont lâché et on est arrivé, donc on a pu se voir à 4 dans cette chambre pendant 1 heure et on a dansé, évidemment. C'était très beau, c'était très fort, c'était plein de joie, honnêtement. Donc voilà, et puis après, c'était un peu comme d'habitude, bizarrement. Enfin, on retrouve finalement les réflexes habituels et Jean aussi. Il était content de la voir, il était ému, ils ont joué, ils ont ri. Puis après, Jean, il nous a demandé s'il pouvait regarder un dessin animé. Enfin, je veux dire, non mais parce que c'est le lien est là, quoi. Oui, c'est ça en fait. Donc même quand on se voit pas, ça fait plaisir, quoi, de voir qu'en fait le reste est toujours là. Enfin, je veux dire, la vie continue. Encore une fois, nous on le voit comme un truc énorme. Alors oui, c'était énorme parce que ça faisait longtemps, mais en fait, lui, sa vie a continué et elle continuait encore à ce moment-là. Donc c'est plutôt rassurant. Non, c'était super. Pia, elle va sortir de l'hôpital en juillet 2021, c'est ça ? Ouais. Le 29 juillet. Le 29 juillet 2021, elle quitte définitivement l'hôpital et sa chambre stérile. Quel souvenir tu gardes de ce jour-là ? Déjà, je garde le souvenir de la fête de départ de Pia, puisque les infirmières ont créé... ont organisé une fête de départ. Elle était devenue un peu la mascotte de ce service, déjà parce ils étaient, je pense, assez attachés à elle, parce qu'elle était drôle, et aussi parce que ça faisait longtemps qu'elle était là. Donc voilà, une fête avec évidemment, encore une fois, de la musique. Tout le monde dansait dans les couloirs, une sorte de haie d'honneur des infirmières, et Pia qui avance dans ce couloir avec ses lunettes et qui avance péniblement parce qu'elle est faible, elle a du mal à marcher, elle n'a pas marché depuis 4 mois. Donc en fait, il faut que ça se reconstruise aussi. Donc, enfin voilà, ça faisait des semaines que je rêvais de ce moment-là. Je veux dire, de ce départ, de quitter ce lieu. J'en ai rêvé des mois. J'ai eu des espérances, ça ne s'est pas fait. Enfin voilà, c'est vraiment les montagnes russes. Donc je vois ce couloir dans lequel on peut avancer, Pia devant, Alex et moi derrière, la musique en fond. Les infirmières sur les côtés en haie d'honneur, on avance, la porte elle approche. On avance et puis je pleure parce que on y est enfin. Et puis après aussi dire au revoir. Ça fait 4 mois qu'on est là, honnêtement. Je suis très émue de partir. Je sais pas si c'est de la tristesse. Je suis un peu bouleversée aussi de ce qui s'est passé, d'avoir vécu ça, d'avoir vaincu, d'avoir tenu. Puis je dis au revoir. Donc c'est assez bouleversant et beau en même temps. Et puis je croise une interne qui n'était pas là au moment du départ et qui nous croise dans les couloirs après de l'hôpital et qui nous court après, qui nous saute dans les bras et qui pleure et qui nous dit des choses très belles. Enfin voilà, c'est ça le lien, c'est ce qu'on a créé en fait, c'est ce lien qui s'arrête. Alors il s'arrête, ça veut pas dire qu'il est mort, mais parce qu'on les revoit plus tard, mais c'est la fin d'un gros épisode et de plein de choses. Donc on est mêlé de sentiments très différents et il y a la peur aussi qui revient parce que avant on était à l'hôpital, dès qu'il y a un problème, on appelle l'infirmière et puis elle vient. Là on va se retrouver de nouveau déjà à 4, donc il faut réussir à revivre et puis on va se retrouver aussi face à la maladie seule, donc sans aide. Donc là on a un peu peur. Comment tu le vis justement toi au début, cette reprise en fait du cours de la vie en dehors d'une certaine manière aussi du cocon hospitalier, c'est-à-dire de ce que ça peut apporter en termes de réassurance, voilà. Alors évidemment je suis heureuse
parce que enfin je me retrouve, on se retrouve tous ensemble, tous les 4 chez nous. L'hôpital c'est fini, donc je suis très heureuse. J'ai un peu peur, mais pas trop, parce que je sais, le protocole est toujours là, c'est-à-dire qu'au moindre truc, en fait, on doit appeler l'hôpital et on finit aux urgences. Donc en fait, on n'est pas lâché dans la nature, disons. Enfin, très clairement, hein. On n'est plus à l'hôpital, mais honnêtement, c'est quand même... il faut y aller, on y retourne toutes les semaines et dès qu'il y a un problème, on doit y aller. Donc, je me sens pas lâchée totalement, mais effectivement, il va falloir apprendre à vivre avec cette peur du moindre truc et être vigilant. Donc, je sais ça, c'est des sentiments assez mêlés. C'est à la fois de la joie de se retrouver, de reprendre une vie normale, tout en sachant qu'elle sera plus jamais normale. Enfin, honnêtement. Et elle sera pas normale d'ailleurs pendant 1 an. Je veux dire, on est sorti de l'hôpital, on n'est pas sorti de la maladie. Elle a été greffée. Maintenant, il y a tous les à côté des effets de la greffe qui sont encore là et sur lesquels il faut être vigilant. Et effectivement, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, on est allé 10 fois aux urgences. Donc en fait, on en sort sans en sortir, si tu veux. Tout ça est très progressif. On peut pas dire qu'on sort de l'hôpital et qu'on passe à autre chose. Bien non, sûr. pas du tout. Dans ton lien avec ton entourage, comment tu le vis justement, ce départ de l'hôpital ? Parce que les regards sont très concentrés, on converge beaucoup sur vous dans des moments où tout est très resserré. Et puis il y a ce moment où on revient chez soi et donc du coup, les gens sont toujours présents mais différemment. Ouais. Comment tu le vis toi ? Il y a un petit vide. Tu vois, il y a un petit vide, t'as raison, c'est-à-dire qu'on est tellement entouré, tellement... on est dans un cocon un peu, que ce soit à l'hôpital, parce que c'est un cocon, où les infirmières, au moindre truc, elles viennent, elles débarquent, tu vois, j'aime pas le mot, c'est pas chouchouter, mais je veux dire, c'est du service haut de gamme, quoi. C'est-à-dire qu'on est... tout est tourné autour de ta fille, tout est tourné autour de toi, à l'hôpital, et tes amis aussi. Ils sont particulièrement présents, évidemment. Mais donc là, une fois que tu rentres, tu retournes chez toi et que l'hôpital c'est fini, dans la tête des gens, elle est guérie. C'est fini. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas fini. Évidemment, et c'est totalement normal, il y a un peu moins, je dirais, de présence parce que pour eux, on est sorti d'affaire, tu vois. Elle est guérie, quoi. Et donc, la présence est un peu moindre. Mais je pense que je le prends pas du tout mal parce qu'en fait, ça me fait du bien aussi que en fait, la vie reprenne et que ce soit pas normal d'être tout le temps autour de nous en permanence. Donc, je le prends normalement, c'est-à-dire que les choses, elles s'allègent petit à petit sur les questions qui nous sont posées, sur la présence, sur les cadeaux qu'on recevait, parce qu'en fait, la vie reprend normalement et moi, ça me fait du bien aussi, en fait. Aujourd'hui, tout ce que vous avez vécu, tous ensemble, qu'est-ce que ça change finalement dans tes relations et dans ton lien avec les autres ? Tu dirais quoi ? Je dirais que je me focalise sur l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas le superficiel, parce que j'aime le superficiel, mais j'arrive beaucoup plus à me dire que je veux du vrai, quoi, avec les autres. Ne pas me faire polluer par du non essentiel ou du toxique, parce que j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, et que donc je me focalise sur l'essentiel et en fait il est là, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais c'est ça que je retiens. C'est aussi une capacité aussi avec les autres, hein, mais dans ma vie en général, mais à prendre beaucoup de recul sur pas mal de choses, évidemment, quand on vit une chose comme ça qui justement concerne l'essentiel, c'est-à-dire la vie, le reste finalement il est quand même assez... il reste annexe, quoi. Donc bon, ça ne veut pas dire encore une fois que je ne m'intéresse pas aux choses non essentielles, mais en tout cas je prends plus de recul. Et qu'est-ce que cette épreuve a changé dans vos relations à 4, dans la vie de votre famille, ou alors justement dans votre vision de la vie de famille ? Dans vos relations, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que c'est difficile de répondre, parce que c'est quand même encore assez là. Je pense qu'on est très soudés. Je pense qu'avec Alex, pareil, on est toujours dans ce truc, de cet état d'esprit d'être vraiment en lien fort et en équipe. Je dirais qu'avec les enfants, c'est pas parti totalement, le fait que Pia, elle soit au centre du sujet, quoi. Et que pour Jean, c'est pas facile,
parce qu'elle est quand même encore un peu au centre et qu'il faudrait que ça s'équilibre un peu plus. Mais ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Je pense que malheureusement, il y aura malheureusement, il y aura toujours un peu peut-être ce déséquilibre, je sais pas. Quand on a eu peur à un moment donné pour la vie de son enfant, c'est difficile de revenir à faire comme si c'était rien passé et que pendant les 2 ans qui ont suivi la greffe, à la moindre toux, au moindre bouton qui sort, au moindre truc, en fait, on est aux aguets, quoi. On doit l'être, en fait. Donc maintenant, ça va mieux. C'est beaucoup plus détendu par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça n'aide pas à ce qu'elle ne se retrouve pas au centre de tout. Donc c'est ça qui, je dirais, perdure un peu. Après, dans leur lien, tous les deux, c'est des frères et sœurs normaux. Jean, il est très protecteur avec elle, ça c'est sûr. Il aime très fort et ils sont très soudés. Et en même temps, ils passent leur temps à se battre aussi. Donc en fait, tout va, là-dessus, je me dis tout va bien, quoi. Et toi, pour toi, qu'est-ce que ça change ? Je parle pas au passé, mais qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi ? Rétrospectivement, quand j'y repense aussi, je me dis, comment t'as fait ? Je sais pas. En fait, j'ai pas la réponse. Du coup, après, je cherche la réponse. Et je me dis que si j'avais pas été entourée par tout le monde, par tous mes amis, par Alex, par les soignants qui aussi nous ont aidés, j'y serais sûrement pas arrivée. Donc, je me dis que les autres sont essentiels, quoi. Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.